Une plage de sable blanc, une belle jeune femme de 25 ans, elle s'appelle Lizzie Tooney. Elle est avec son fiancé, Roy, qui la filme. Le bonheur d'un couple qui pense avoir la vie devant soi. Un an plus tard, nous retrouvons Roy à Tel Aviv. Il est seul. Son rêve s'est brisé. Lee est morte fauchée par une voiture un matin alors qu'elle partait travailler. Il était 6h37 du matin. Lee, ma fiancée, arrivait de notre appartement de ce côté-là. Les deux salauds arrivaient à toute vitesse. De ce que l'on sait, ils roulaient à plus de 150 km/h. Ils sortaient d'un club de striptease de l'autre côté du carrefour. Ils ont grillé le feu rouge et l'ont percutée alors qu'elle traversait la route. Voici les images de la reconstitution de l'accident. C'est ce bolide qui a percuté la jeune femme le 6 septembre 2011. La violence du choc est encore visible sur le capot. À bord de la voiture, ces deux Français, Claude K et Eric R. Aussitôt après l'accident, ils sont rentrés à Paris pour échapper à la prison. Roy, lui, ne se remet pas de la mort de Lee. Il veut obtenir l'extradition des chauffards en Israël. Il mène son enquête et fait de curieuses découvertes. Les deux hommes n'étaient pas que de simples touristes. Ils roulaient avec une fausse plaque d'immatriculation américaine. Pour se procurer une fausse plaque d'immatriculation, que ce soit en Israël ou n'importe où ailleurs, vous devez avoir d'abord beaucoup d'argent. Et plus que ça, vous devez avoir des contacts avec des personnes qui sont capables de vous fournir ces plaques. Vous devez avoir des relations avec le milieu criminel, avec quelqu'un qui sait obtenir ce genre de choses. On ne trouve pas ça comme si on rentrait dans un magasin et on disait « J'ai $1 million, je voudrais acheter cette plaque d'immatriculation ». Octobre 2012, rebondissement. Le magazine Marianne reprend les révélations d'un quotidien de Tel Aviv. Les deux Français seraient liés au milieu criminel israélien. Ils seraient impliqués dans diverses escroqueries, dont la plus spectaculaire, l'arnaque dite au CO2. Le CO2, c'est le gaz carbonique. En moins de 2 ans, cette arnaque a permis de détourner plus d'1,5 milliard d'euros en France. 5 milliards à l'échelle de l'Europe. Des experts évoquent même une fraude à 20 milliards. C'est la plus grosse carambouille jamais réalisée en aussi peu de temps. Paris. Nous avons rendez-vous avec un homme qui a participé au casse du siècle. Il nous a fallu des mois pour le convaincre de témoigner anonymement. Nous l'appellerons Christophe. Il a fait ses classes ici, dans le quartier du Sentier, le quartier des grossistes de la fringue. Dans les années 90, Christophe y possède des ateliers de confection, mais les affaires marchent mal. Il se reconvertit alors dans l'informatique, sans plus de succès, et glisse lentement dans la fraude fiscale. Le mot escroc est un grand mot. Le problème, c'est qu'on ne tombe pas du jour au lendemain à escroc. On ne crée pas une société pour voler. Quand on vient à la fin du mois, il faut payer la TVA. Vous avez 1 mois de retard, vous ne pouvez plus payer, et on rentre dans ce système-là. Aujourd'hui, la fraude fiscale est devenue son fonds de commerce. Christophe a monté plusieurs sociétés fictives. Il n'a plus de bureau. Il gère ses affaires illégales depuis sa voiture. Il y a quoi dans le sac en plastique? Il y a des sous. J'ai fait une petite opération de travail. Je vais remettre un peu d'argent. Voilà, il faut être discret tout de même. Non, parce qu'il y a du monde dehors. Je ne vais pas trop montrer les sous. Là, il y a combien? Là, il y a 10 000. Là. En tout, il y a 70 000. Voilà.
Excusez-moi. Je te rappelle, je suis au rendez-vous. 2 secondes, je te rappelle. Pour brouiller les pistes, Christophe utilise 5 téléphones portables différents. Les 5 téléphones, c'est le téléphone personnel, le téléphone de ma société, le téléphone avec qui je travaille sur une personne sur Hong Kong et une autre personne avec qui je travaille sur l'étranger. C'est plus pour rassurer nos interlocuteurs. Si demain matin je suis sur écoute, les 5 numéros sont sur écoute. C'est en 2008 que Christophe entend parler d'une nouvelle opportunité de fraude fiscale. Une fraude qui allait devenir le casse du siècle. Mais au début, il ne comprend même pas de quoi il s'agit. À droite, à gauche, tout le monde parle du CO2. Alors on se dit, pour moi, le CO2, c'était abstrait, c'était rien, c'était 3 chiffres, 2 chiffres et des lettres. Bon, rien d'extraordinaire. Alors on se dit, qu'est-ce qui se passe, comment on peut faire pour aussi travailler dans le CO2 ? Christophe l'ignore encore, mais l'arnaque au CO2, ça va être le coup de sa vie. À l'origine de cette arnaque, une grande ambition écologique. La lutte contre le réchauffement climatique. Fonte de la banquise, montée des océans. C'est le CO2, le gaz carbonique rejeté dans l'air par l'industrie, qui en serait le principal responsable. En 2005, l'Europe décide de fixer des quotas de CO2 pour chaque entreprise. Désormais, chaque usine a un seuil de pollution à ne pas dépasser. Si elle dépasse ce seuil, elle est pénalisée financièrement. Elle doit alors acheter des droits à polluer à une autre entreprise qui, elle, est en dessous de son seuil de pollution. C'est le système du pollueur-payeur. Pour réguler ce système, on crée des bourses spécialisées. À Paris, cette bourse s'appelle Blue Next. Blue Next, bonjour. Ici, les entreprises polluantes achètent des droits à polluer aux entreprises vertueuses. Le cours du gaz carbonique évolue au quotidien en fonction de l'offre et de la demande. Pour les traders, la fumée d'usine est devenue un produit financier. Alors, ce tableau, au fond, c'est l'illustration des prix de marché que vous pouvez observer sur le carbone, tant chez Blue Next que chez ses concurrents. Vous avez par exemple le prix de la tonne de CO2 qui est mentionné ici. Vous pouvez donc observer qu'aujourd'hui, le prix de la tonne s'échange entre 8,32 € et 8,41 € si vous êtes un acheteur ou si vous êtes un vendeur. Le marché démarre en janvier 2005. À l'époque, Marius Christian Fonza est consultant sur les questions de CO2. Il se souvient de l'euphorie des débuts. C'était quelque chose de très beau, très romantique, etc. Et donc, il y avait l'intérêt, on pensait même que le carbone sera le nouveau pétrole. Mais en fait, le marché ne décolle pas. Pendant 3 ans, entre janvier 2005 et avril 2008, les volumes échangés sur Blue Next plafonnent à 5000 tonnes par mois. Mais en avril 2008, tout change. Les volumes grimpent subitement à 700 000 tonnes, 4 millions de tonnes en juin, 30 millions en septembre. Les transactions sur le gaz carbonique sont multipliées par 6000 en 6 mois. Mais chez Blue Next, personne ne s'étonne de cette flambée soudaine. Nous étions sur un marché nouveau qui a donc l'avantage, mais aussi l'inconvénient de la nouveauté, qui est que nous n'avions pas de base de comparaison. Ainsi, nous avons considéré au début que l'augmentation des volumes, et c'était à l'époque un consensus de marché, était liée à des activités économiques totalement rationnelles, qui étaient liées à la vente de quotas d'industriels. Pourtant, au même moment, certains acteurs du marché commencent à avoir des doutes. Alexandre Borde est trader. À l'automne 2008, il est contacté par un étrange client. Un jour est arrivée une personne, il l'appelle en disant voilà, j'ai besoin de réaliser des transactions à hauteur de 150 000 tonnes. Alors, je dis par mois, par semaine, il me dit non, par jour. Et là, ça m'a mis la puce à l'oreille instantanément. On a vérifié le profil de cette société, on a voulu savoir quels étaient ses actionnaires, on a essayé de trouver son site sur Internet qu'on n'a pas trouvé du reste.
On a constaté qu'elle avait une boîte aux lettres, enfin elle avait une adresse sur les Champs-Élysées, mais que ça ressemblait à une adresse boîte aux lettres. Et donc voilà, on s'est aperçu que c'était une coquille vide et on n'a pas donné suite. Fin octobre 2008, après 6 mois de hausse brutale du marché, la Caisse des dépôts, la banque de l'État et actionnaire de la bourse du carbone Blue Next, alerte le ministère de l'économie et des finances. Les premières déclarations de soupçon sont d'octobre 2008, de la Caisse des dépôts. C'est une déclaration de soupçon qui ne préjuge en rien de la réalité d'une fraude. C'est juste classique sur des entreprises qui semblent effectivement avoir une surface un peu étonnante au regard du marché carbone. Mais vous savez que le marché carbone, il est ouvert à tous. Effectivement, rentrer sur ce marché où toutes les transactions se font par Internet est une formalité. Il suffit d'ouvrir un compte à la Caisse des dépôts et n'importe qui peut le faire. À l'automne 2008, notre escroc Christophe, que nous retrouvons dans un bar, demande un dossier d'inscription à la Caisse des dépôts. Ça prenait 20 minutes de remplir un dossier. Une semaine après, tu recevais tes codes et tes passwords. Et tu te retrouves être membre de la Caisse des dépôts et conciliations et tu as le droit de trader sur le marché. Donc n'importe qui était capable de le faire. Et d'une société qui faisait de l'informatique, on s'est retrouvé à faire du CO2. À la fin de l'année 2008, Christophe commence donc à acheter et vendre du CO2 sur Blue Next. À cette époque, les volumes échangés sur la bourse du carbone continuent à s'envoler. 70 millions de tonnes en novembre, 90 millions en décembre. Le marché devient fou. Il atteint les 130 millions de tonnes en janvier 2009. En 3 mois, les volumes échangés ont à nouveau presque doublé. Le gaz carbonique, c'est le produit rêvé pour une escroquerie à grande échelle. Le marché est totalement virtuel. Les transactions se font par ordinateur. On y vend une marchandise immatérielle, le gaz, qui vaut de l'or. Et tout ça en temps réel. Tu peux passer d'un pays à un autre, sans stock, sans marchandises, sans déclaration d'échange de biens. Il n'y a rien à faire. J'achète le matin, je revends le matin. Grâce à la souplesse de ce système, Christophe, comme tous les escrocs, va générer des millions d'euros de transactions. En février 2009, les volumes de CO2 échangés sur Blue Next doublent à nouveau. Ils frôlent les 230 millions de tonnes. Un record absolu, c'est le pic de la fraude. Tracfin, le service de renseignement du ministère des Finances, comprend alors qu'il y a un très sérieux problème. Nous avons, dans notre partie renseignement, commencé à appréhender suffisamment au plan intellectuel la situation pour être en mesure de donner ces alertes entre début février 2009 et la fin du premier trimestre 2009. Voilà, ce sont les premières alertes qui ont été faites conformément au code et conformément aux règles de droit qui s'appliquent à Tracfin. Les détectives du ministère de l'économie soupçonnent une fraude, mais ils n'en comprennent pas la nature. Ils pensent alors à une gigantesque opération internationale de blanchiment d'argent de la drogue via le marché du carbone. En fait, c'est tout autre chose. L'arnaque au CO2 est une combine toute simple. Une grossière fraude fiscale, une fraude à la TVA. C'est la spécialité de Christophe. On n'est ni trader, ni broker, on ne s'appelle pas Jérôme Kervier, on ne s'appelle pas du tout. On s'est à peine pianoté sur un ordinateur et on se retrouve tout de suite à faire du chiffre d'affaires. Et beaucoup d'argent à la clé. Comment fonctionne la TVA? Premier cas de figure, quand le commerçant est honnête et qu'il importe un produit, par exemple des ordinateurs, il rajoute 19,6% sur le prix de vente. Ces 19,6%, c'est le montant de la TVA. Le commerçant doit ensuite les reverser à l'État français, au ministère des Finances de Bercy.
Deuxième cas de figure, le commerçant est malhonnête. Quand il importe un produit puis le revend, il rajoute bien les 19,6% de TVA. Mais il ne les reversera jamais au ministère des Finances. Il les empoche. C'est exactement ce que Christophe faisait avec la revente de ses ordinateurs. En 2008, il a appliqué cette bonne vieille combine sur le gaz carbonique. Et il n'en revient toujours pas de la facilité avec laquelle il a mené cette arnaque. Un véritable braquage, sans armes, sans violence. Le CO2, c'est les grandes grilles de la Banque de France sont ouvertes. Vous rentrez, vous prenez de l'argent et vous ressortez. Et vous me dites, qu'est-ce qui se passe? Personne ne me voit. Alors, attends, je rentre. Et je viens avec 2 valises, je remplis mes valises et je sors. Et après, qu'est-ce que je fais? J'ai pris une valise, 2 valises, 3 valises. Alors tu dis, attends, je vais monter une société qui va louer des camions, des semi-remorques, et on va y aller. Et bien, ça fait peut-être sourire aujourd'hui, mais c'est exactement ce qui s'est passé. On vient, on dit, tiens, prends. Mais quel est le fou qui va dire, non, j'y vais pas? Christophe aurait empoché en quelques mois 5 millions d'euros. D'autres escrocs ont gagné beaucoup plus. Jusqu'à 500 millions d'euros, l'arnaque a changé leur vie. Voitures de luxe, palaces, casinos, ils ne se refusent rien. Nous avons pu approcher l'un de ces nouveaux nababs du CO2. Il se cache aujourd'hui sur la Côte d'Azur. Vous avez fait combien? J'ai dû faire peut-être 150 millions. 150 millions d'euros. Franchement, je crois que c'était la plus belle embellie du siècle. On peut acheter des bijoux pour sa femme, pour sa sœur, pour ça. Peu importe, une montre, on peut en acheter 10, 15. Des voyages en jet privé, des suites dans les plus grands hôtels du monde. Il n'y a plus de limite. Peu importe, ils vont prendre 100 000, 200 000, 300 000 euros. Le mec, c'est ce qu'il gagnait en 1 heure. La grande vie, quoi. La vie de prince. Mars 2009. L'escroquerie au CO2 tourne toujours à plein régime, même si les échanges fléchissent à 100 millions de tonnes. Il repart très vite à la hausse en avril, pour atteindre 190 millions de tonnes en mai. C'est à ce moment-là que la Caisse des dépôts, l'actionnaire de Bleu Next, comprend enfin la nature de la fraude. La conviction que nous avons affaire à une fraude à la TVA devient avérée courant mai, début juin. Et la Caisse des dépôts prend l'initiative, avec beaucoup d'insistance, d'obtenir, parce qu'elle n'en a pas le pouvoir elle-même, du ministre du Budget qu'il modifie la réglementation applicable à la TVA de manière à tarir l'escroquerie. Le 9 juin 2009, le ministère des Finances prend une mesure radicale. Il supprime carrément la TVA sur les quotas carbone. Pour les escrocs, c'est la fin de la récréation. Quand l'État français a arrêté la TVA en juin 2009, notre première réaction était de dire dommage. Mais bon, on aurait aimé continuer encore 3 mois supplémentaires. Ça n'a pas duré assez longtemps. Bon, on peut les comprendre en face, c'est que ils ont pris, j'allais dire, une trop grosse gifle, et c'était normal, c'était la réaction logique de n'importe quel État de retirer la TVA à ce moment-là. Le marché, qui n'est plus soutenu artificiellement par les fraudeurs, s'effondre. Il tombe à 95 millions de tonnes échangées en juin 2009. Il ne va cesser de chuter et atteindre 36 millions de tonnes en décembre. En 6 mois, les volumes de CO2 échangés sur Blue Next sont divisés par 6. Direction les Pays-Bas. La Haye, le siège d'Europol. Europol est une organisation qui enquête sur les réseaux criminels à l'échelle de l'Europe. En décembre 2009, elle révèle que la France n'est pas le seul pays touché par la fraude à la TVA. Les escrocs ont frappé partout en Europe. Les pays qui ont été le plus touchés par cette fraude ont été l'Allemagne, la France, l'Italie, le Royaume-Uni. C'est les pays les plus affectés. Ces 4-là et quelques autres, mais de façon moindre.
Mais essentiellement, en première ligne, c'était ces pays-là. Et vous avez des montants pour chacun des pays? Les montants qui ont été communiqués, le montant global est de 5 milliards d'euros. 5 milliards d'euros à l'échelle de l'Europe, et c'est une estimation basse. Chez Europol, pour identifier les réseaux internationaux d'escrocs, les enquêteurs ont pisté leurs échanges Internet et leurs téléphones portables. Donc ça nous permet rapidement de mettre en évidence des acteurs clés derrière des téléphones qui sont plus souvent en contact que d'autres ou qui jouent des rôles intermédiaires. C'est ce type d'outil qui permet de faire des rapprochements de façon quasiment instantanée. C'est là la valeur ajoutée d'Europol dans le cadre de cette fraude à la taxe carbone, mais aussi dans tous les autres types de criminalité, réseaux de trafic de stupéfiants, blanchiment d'argent, enfin tous les types de criminalité à dimension internationale ou européenne et internationale. L'enquête sur le CO2 est toujours en cours. Europol ne nous livrera aucune information précise. Mais ailleurs en Europe, un homme en sait long sur les escrocs à la taxe carbone. Direction Copenhague, au Danemark. L'homme en question a longuement enquêté sur l'escroquerie au CO2. Bo Elkier, dit le skipper, est un ancien journaliste, un fou d'informatique. Il a lui aussi reconstitué les liens entre les bandes d'escrocs et remonté leur société fictive grâce à un logiciel réservé normalement aux services secrets. C'est un programme d'analyse développé par la CIA pour traquer les terroristes. Il relie toutes les informations entre elles. Si vous avez le même numéro de téléphone qui apparaît dans différents comptes, il va faire le lien entre ces comptes. Si vous avez la même adresse mail, le même nom, etc. Le skipper a identifié un Français possédant plusieurs sociétés en Europe, un certain Monsieur X. Ce compte est lié à une adresse à Paris, mais lui et ses complices utilisent des téléphones portables anglais. Il y a un lien avec une société qui s'appelle Shenley Services. Nous sommes allés voir cette société. Elle est installée dans la banlieue de Londres, mais elle n'existe pas. C'est une coquille vide. Quand vous montez ce genre d'arnaque à la TVA, on appelle ça une fraude au carrousel. Vous devez opérer de plusieurs pays européens différents. Vous devez exporter et réexporter vos produits à l'intérieur de la communauté européenne pour voler la TVA. Car à chaque fois que vous exportez, vous récupérez la TVA. La plupart des escrocs français ont effectivement monté des sociétés dans plusieurs pays d'Europe. Cela leur permettait de faire tourner les stocks de CO2 en circuit fermé. Ils s'achetaient et se revendaient le gaz carbonique à eux-mêmes. Et à chaque fois qu'ils passaient par la France, ils détournaient la TVA. C'est ce qu'on appelle le système du carrousel. Il permet de multiplier les gains à toute vitesse et de façon gigantesque. Le skipper s'est intéressé aux escrocs de toute l'Europe. Il a reconstitué la carte de toutes les sociétés impliquées dans l'arnaque. On en trouve partout, essentiellement en Allemagne, au Benelux, mais surtout en Angleterre. Elles sont principalement aux mains de la mafia pakistanaise. Selon une source judiciaire à Londres, l'arnaque au CO2 y aurait servi à financer des groupes terroristes islamistes. Fin 2009, Paris. 6 mois après la suppression de la TVA, un premier suspect français est mis en examen. Un certain Fabrice Sakoun. Sa profession, grossiste en textile, spécialité jeans et baskets. Sa société était installée dans cet entrepôt de Romainville, dans la banlieue nord de Paris. L'endroit semble déserté. Nous sonnons. Un homme nous ouvre.
Bonjour, nous sommes journalistes, on travaille pour Canal+. Et en fait, ici, il y avait domicilié une société qui s'appelait Nathanaël. Franchement, je sais pas ce que vous voulez, mais je suis au courant de rien du tout. Allez, un petit peu. Non, mais franchement, je ne les connais pas du tout. Je sais qu'ils ont permis de déposer le bilan, je sais pas quoi, mais plus que ça, franchement, je crois qu'ils sont dans le tissu, ou je sais pas quoi, dans le textile, un truc comme ça. Ouais. Je sais qu'ils sont partis d'ici, voilà, ils n'ont pas réglé par exemple l'eau, un truc comme ça, qui est basique. Et ils ont même pas payé les factures. Voilà, il y a des factures d'eau qui sont restées à payer, après, sans plus. Quoi. Super. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Dans la cour, ce 4x4 Hummer. La valeur de ce véhicule, plus de 100 000 €. Pas de plaque d'immatriculation, il semble abandonné. Grâce au CO2, Sakoun, l'ancien vendeur de fringues, est devenu un millionnaire flamboyant. Selon l'un de ses anciens employés, il adorait briller. Il y avait des Porsche, il y avait des Hummer, il y avait des Lamborghini. Il y avait M. Sakoun, il s'était fait faire d'un Aston Martin. Il a commandé le même modèle que James Bond. Nous avons la folie des montres. Des montres à 100 000 €, des Cartier, des Rolex. Le procès Sakoun se tient en 2011. Il est accusé d'avoir détourné 43 millions € de TVA. Début 2012, le verdict est rendu. À la sortie de la salle d'audience, l'avocate de Fabrice Sakoun, Martine Malinbaum. La peine vient de tomber, l'escroc est condamné à 5 ans de prison et il doit rembourser les 43 millions de TVA détournés. Mais Fabrice Sakoun ne s'est pas présenté au tribunal. Pourquoi il n'est pas venu aujourd'hui? On me pose une question pertinente. Peut-être qu'il craignait qu'on lui décerne un mandat d'arrêt et qu'en ce sens-là, il n'a peut-être pas eu tort. En tout cas, non pas de ne pas venir, mais enfin de penser comme il l'a pensé. Et donc ça veut dire qu'il n'est pas en France, qu'il se cache? Ça veut dire qu'il est en cavale? C'est quoi? Ah, je ne sais pas vous dire ça. Moi, je l'ai au téléphone. Il peut être à Paris, il y a 2 pas d'ici, comme un peu plus loin. Il ne me dit pas où il est. L'avocate s'isole pour appeler son client. Et à mon avis, il y a des recours possibles. Hein. D'accord? Ah oui, il y a des recours. Sur cette question, certainement. Bon, comment vous êtes, vous? Je vous rappellerai un peu plus tard. Là, dès que j'arrive à mon cabinet, je vous rappelle et quand j'aurai lu tout le jugement. Oui. Dans l'affaire Sakoun, 6 autres personnes ont été condamnées à des peines diverses de 6 mois à 4 ans de prison. Parmi elles, Monsieur X. Il était le gérant des entreprises de Fabrice Sakoun. C'est lui que le journaliste danois, le Skipper, avait identifié comme le patron d'une nébuleuse de société domiciliée en France et en Angleterre. Nous avons retrouvé Monsieur X. Il nous a donné rendez-vous devant l'entrepôt de la société de Fabrice Sakoun qu'il gérait. Il était payé 10 000 € par mois, mais il assure qu'il n'était qu'un simple manutentionnaire. J'ai pas de bureau, moi, fixe. Mais ça vous gênait pas? Non, je m'en fous, moi. J'étais tout le temps en bas, réception de marchandises. Monsieur X affirme qu'il était un prête-nom dans cette affaire, un gérant de paille. Comment on fait pour ne pas voir? Vous étiez là tous les jours? Pas tous les jours. Vous étiez là très souvent? Ouais. Sauf quand ils te montrent pas les vrais comptes. Voilà. Et les personnes qui ont j'ai eu affaire à eux, j'ai jamais eu affaire à eux, ils ont eu affaire à M. Fabrice. Hein. Vous n'étiez même pas au courant des vrais comptes? Les vrais trucs qu'ils faisaient en derrière, j'étais même pas au courant. CO2, j'étais même pas au courant. Le recours au gérant de paille était une pratique courante dans l'escroquerie au CO2. Ce que nous confirme Christophe, notre escroc anonyme. Tu prends l'épicier du coin, tu lui dis tiens viens, est-ce que tu as besoin d'argent? Oui. Combien tu gagnes par mois? Je suis à la mort, je suis à la rue, j'ai plus d'oseille, je suis mort. Tiens viens, tu vas gagner bien ta vie, donne-moi ton nom, donne-moi ta photocopie, donne-moi ta truc, et je vais te mettre une société à ton nom. Donc après tu appelles ça gérant de paille, moi j'appellerais ça plus, je veux dire, une opportunité. Aujourd'hui, Monsieur X est amer. Il a l'impression d'être un lampiste qui paie pour les vrais donneurs d'ordre. Il s'accroche tous à moi. Moi, j'ai rien fait dans l'histoire. Il faut condamner les bonnes personnes.
faut poursuivre les bonnes personnes, ils sont partis de ce pays, ils sont partis dans un pays étranger, et voilà, ils sont tranquilles, ils vivent dans le soleil, dans la mer, tranquille. Le soir, ils sortent, le matin, ils rentrent chez eux, pépère. Le cerveau de l'affaire Fabrice Sakoun s'est enfui en Israël. Il y a rejoint une trentaine d'autres Français qui seraient impliqués dans l'arnaque au CO2. Tel Aviv. Fabrice Sakoun et ses comparses sont devenus citoyens israéliens. Ils ont abusé de la loi du retour qui permet à tout immigrant juif de devenir israélien. Or, Israël a la réputation de ne pas extrader ses ressortissants. Direction Ashdod, au sud de Tel Aviv. Nous avons rendez-vous chez un homme qui est très proche des escrocs de la taxe carbone. Dans un quartier résidentiel, une villa moderne protégée par une trentaine de caméras de surveillance. Son propriétaire s'appelle Gilbert Chikli, c'est un escroc lui aussi. Il nous a fallu des jours de négociations pour qu'il accepte de témoigner. À 47 ans, c'est une star dans son milieu. Son surnom, le professeur. Voilà, et ça, voilà, ça c'est mon monde. Et celui que je préfère, c'est celui-ci là. Celui qui est là-haut, je l'appelle le dalmatien, parce que figure-toi qu'il commande tout le monde. C'est lui qui gère, c'est le manipulateur. C'est important de manipuler. Non, c'est important d'avoir le contrôle et de gérer. Sinon, si tu te fais gérer, alors t'es mort. Officiellement, Gilbert Chikli dirige aujourd'hui une société de taxi en Israël. Il est pourtant recherché par les justices françaises et suisses pour plusieurs escroqueries. Son coup le plus fumant date de 2010. En France, il a réussi à arnaquer des directeurs de banque de centaines de milliers d'euros avec une seule arme, la tchatch. Il s'est fait passer pour un espion. Donc vous faisiez passer pour des gens de la DGSE, C'est ça. vous parliez avec des directeurs de banque et vous leur demandiez quoi, de vous remettre l'argent? Oui. On leur donnait des relevés d'identité bancaire à voix orale, parce que tout se faisait par téléphone de toutes les façons, et ils nous transféraient des sommes sur ce relevé d'identité bancaire. Et vous arrivez à les convaincre de vous transférer des sommes comme ça, à un banquier que vous connaissez pas? Ouais. Il faut un talent, il faut du talent pour faire ça. Il faut être un bon acteur, il faut être un grand menteur. Il faut croire à son histoire. Eux, ils y ont cru, ils sont rentrés dans le film, et puis ils ont bien joué, ouais, puisqu'ils ont dévalisé leur propre banque. Écran géant à 100 000 €, branché en permanence sur les chaînes françaises, meubles design, ascenseur intérieur, Gilbert Chikli n'est pas dans le besoin. Il n'a pas participé à l'escroquerie au CO2, il a eu comme une sorte d'empêchement. Vous regrettez de ne pas l'avoir fait, le CO2? Ah bah ouais, j'étais en prison. Sans quoi, je vous dis franchement, je me serais levé le matin et puis me coucher le soir avec un bénéfice de 200%, ouais, ça m'aurait plu, ouais. Gilbert Chikli nie être en contact avec les escrocs au CO2. Enfin, il nie, du bout des lèvres. Bah, vous les connaissez un peu, non? Bah, ils disent ce qu'ils veulent, je les connais. Non, je les connais pas. Bon, en tous les cas, même si je les connaissais, j'ai aucun conseil à leur donner. C'est des grands garçons, ils savent ce qu'ils font. Et je peux vous dire, en tous les cas, que par mon expérience, ils sont dans le même cas que moi. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mal barrées. En avril 2012, Gilbert Chikli a échappé à une tentative d'assassinat. J'ai vu deux types arriver avec une espèce de mitrailleuse. Et donc, on m'a tiré là dans tout le toit. Puis ici, ils ont mis une balle sur le garage de mon voisin, tu vois, regarde, paf. C'est quoi, c'est un impact de combien, ça? De 9 mm. Voilà. Et ici, donc, on a changé toutes ces devantures parce que on m'avait lancé une grenade. Mais ça, encore une fois, on sait gérer ce genre de problème. Parce que nous, la mafia, enfin, en tous les cas, moi, personnellement, ça me fait pas peur. Qu'est-ce que tu veux? Désormais, il a pris toutes ses précautions. Donc là, comment dirais-je, la salle des caméras.
de la sécurité donc, de toutes les rues aux alentours de la villa, ainsi que l'intérieur de la villa, vous voyez. Alors, tu sais, ferme-la comme ça va être plus simple peut-être, voilà. C'est un tireur d'élite, donc il est spécialisé dans la matière, et donc voilà, c'est parti. Vous voyez, regardez. Là, il y a une voiture qui vient, systématiquement, regardez, hop, il va sortir. Ben, ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui vient en plein milieu de la nuit et qui s'amuse à refaire ce qu'ils ont fait il y a 2 mois de cela, ben, à mon avis, il repartira une main devant, une main derrière. Ah, cadeau. Pas de cadeau. Voilà. Selon nos informations, le milieu du grand banditisme français serait derrière la tentative d'assassinat de Gilbert Chicly. Retour à Tel Aviv. La justice française a décidé d'y rattraper les escrocs au CO2. À la demande de juges parisiens, 16 millions d'euros ont été saisis sur des comptes bancaires au nom de Fabrice Sakoun. Irit Cohn est une ancienne magistrate spécialisée dans les dossiers d'extradition. À ses yeux, la terre promise n'est plus un refuge pour les escrocs français au CO2. Ces personnes qui se sont enfuies de France et qui pensent être à l'abri ici devraient savoir qu'elles ne sont pas en sécurité en Israël. Leurs comptes en banque peuvent être gelés. La police israélienne collabore avec la police française. Il n'y a aucun problème pour extrader des citoyens, qu'ils soient français ou autres. Nous n'avons aucune envie d'avoir des criminels en liberté en Israël. Car hier, s'ils ont commis des crimes en France, demain, ils en commettront en Israël. Paris. La petite poignée d'escrocs juifs n'est pas la seule à avoir misé sur la taxe carbone. Le grand banditisme est lui aussi rentré dans la danse, et voici comment. Comme moi, j'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent au départ. J'étais chez le plus facile, chez les voyous, en leur disant « prête-moi de l'oseille, je te les prends avec un petit peu d'intérêt ». Et c'est comme ça qu'ils sont rentrés dans le marché du CO2. Quand nous, on mettait 100 000 euros, lui, il mettait 3 millions d'euros. Le grand banditisme investit très tôt de très grosses sommes dans le casse du siècle. Mais avec lui, les règles du jeu changent. On passe d'une délinquance en col blanc à des règlements de compte sanglants. Michel Lepage est une figure du milieu français. Alors, je vous présente, c'est l'ancien parrain de la banlieue sud. Hein? Michel Lepage n'a pas participé à l'arnaque au CO2, mais il a suivi de très près les embrouilles entre malfrats. Ça a dérapé. Il y a eu, comme on dit chez nous, des emplâtrages, c'est-à-dire des sommes qui ne sont jamais arrivées à leurs destinataires. Et ça se règle pas devant les tribunaux. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ça se règle comment? Ça se règle comme ça se règle dans le milieu en général. Le fils de Michel Lepage, Serge, qui aurait pris part à l'arnaque, a été abattu par 2 hommes à moto en janvier 2009. 1 an et demi plus tard, en mai 2010, à Saint-Mandé, près de Paris, un truand du milieu algérien est abattu. Il était lié au CO2. 4 mois plus tard, en plein Paris, devant le palais des congrès de la Porte-Maillot, nouvel assassinat. Sami Souyed, un escroc arrivé le matin même de Tel Aviv, est lui aussi abattu par 2 tueurs à moto. Ces 3 meurtres, tous liés à l'escroquerie au CO2, sont en cours d'investigation à la brigade criminelle. Il est peu probable que leurs auteurs, des tueurs professionnels, soient un jour identifiés. L'arnaque au CO2 a eu d'autres conséquences, beaucoup plus inattendues. Lyon, septembre 2011. Michel Néret, un grand flic charismatique, le numéro 2 de la PJ lyonnaise, est arrêté et envoyé en prison. Il est une victime collatérale de l'affaire du CO2. Parmi les faits qui lui sont reprochés, ses liens avec plusieurs escrocs présumés à la taxe carbone.
Le premier s'appelle Yannick Dashvili. Ce Français a monté en 2009 plusieurs sociétés d'import-export de CO2 en Allemagne. Il va travailler sur le marché allemand du CO2, parce qu'en France, c'est terminé, on a compris, le robinet, il est coupé. Voilà. C'est une époque où les gens, avec très peu de moyens au début, ont gagné beaucoup d'argent. Est-ce que c'était légal ou illégal? Si c'était illégal, je pense que les Allemands lui demanderont des comptes. Pour l'instant, en Allemagne, Yannick Dashvili n'a pas été mis en cause. Seul son gérant de paille a été condamné en janvier 2012 par le tribunal de Francfort à 3 ans de prison pour avoir détourné 16 millions d'euros de TVA. En France, Yannick Dashvili, lui, est soupçonné d'avoir financé un trafic de drogue à Neuilly-sur-Seine. C'est cette affaire qui fera tomber Néré, le grand flic lyonnais. Le journaliste Slim Mazni a suivi ce dossier depuis le début. La brigade des stupes de Paris travaille sur un dossier précis qui est une saisie de drogue à Neuilly dans un appartement d'une riche famille saoudienne. Et à un moment donné, dans le dossier, il y a un nom qui va sortir, c'est Michel Néré. Les enquêteurs vont alors aller de découverte en découverte. Les écoutes téléphoniques révèlent que le flic modèle est en contact avec un deuxième escroc présumé de l'arnaque au CO2, un certain Stéphane Alzra. Un jeune Lyonnais de 30 ans devenu millionnaire du jour au lendemain. Stéphane Alzra est un playboy flambeur. Il s'affiche aux côtés d'un mannequin incendiaire. Il invite Michel Néré dans sa somptueuse villa de Cannes. Il met à sa disposition ses voitures de luxe et son yacht. Stéphane Alzra est un jeune type qui fait fortune du jour au lendemain. Ses potes ici à Lyon croient qu'il a gagné au loto. Personne ne comprend qu'il est impliqué dans une opération frauduleuse. Non, tout le monde dit qu'il a gagné au loto. Il s'en va sur la Côte d'Azur, 30 ans, Michel Néré qui est sur la fin de sa carrière, qui a traqué des voyous toute sa vie, et il se retrouve avec Stéphane Alzra qui découvre la vie. Stéphane Alzra est mis en examen en février 2012. Il est soupçonné d'avoir détourné 50 millions d'euros de TVA dans l'escroquerie au CO2. L'instruction est toujours en cours à Lyon. Selon les enquêteurs, Michel Néré aurait aussi transmis des fiches de police confidentielles à des voyous. En Israël, l'escroc Gilbert Chikli affirme en avoir bénéficié. Gilbert Chikli, on a trouvé votre nom dans l'affaire Néré. Qu'est-ce qui vous lie à Michel Néré? Alors, je vous le dis, ce qui me lie dans l'affaire Néré, ce sont les fiches Interpol. Et effectivement, j'en ai bénéficié pour savoir quelle était ma position au niveau pénal, au niveau en international, pour savoir si je pouvais voyager. Et je me suis aperçu que j'avais un mandat d'arrêt. Bon, maintenant, Néré, moi, je ne le connais pas personnellement. Peut-être que par un intermédiaire, en échangeant certaines informations, je parle de cet intermédiaire bien évidemment, aurait demandé une fiche me concernant. À en croire les enquêteurs, ces fiches de police auraient été vendues 50 000 € pièce. Plusieurs auraient été destinés à des escrocs au CO2. Michel Néré nie toutes ces accusations. Février 2012, nouveau rebondissement. Rue Cambon à Paris, la Cour des comptes présente son rapport annuel à la presse. Un chapitre entier est consacré à l'arnaque au CO2. La Cour s'est penchée spécifiquement sur un cas de fraude spectaculaire qui a coûté 1,6 milliard d'euros de pertes fiscales à l'État entre l'automne 2008 et le printemps 2009. Pour la Cour des comptes qui contrôle les dépenses de l'État, l'administration n'a pas été à la hauteur dans ce dossier. Aucun garde-fou n'a fonctionné. Le casse du siècle devient un scandale d'État. Premier accusé, Blue Next. La bourse du carbone a été créée et soutenue par la Caisse des dépôts, donc par l'État français. Ce que nous disons, c'est que Blue Next aurait dû, au fond, compte tenu de sa connaissance du marché, alerter plutôt sur le caractère aberrant des mouvements. C'est-à-dire que le marché apparent était considérablement plus important que ce qui avait été évalué au départ par Blue Next lui-même
comme étant le volume vraisemblable du marché une fois qu'il serait ouvert. Donc si le volume était considérablement supérieur, c'est qu'il y avait vraisemblablement des opérations fictives. Et cela, Bluenext était le mieux placé pour le repérer. Chez Bluenext, David Rapin était déjà en place au moment de la fraude. Il conteste les conclusions de la Cour des comptes. Nous ne nous sentons ni coupables, sciemment comme non sciemment, pour une raison simple, et je pense qu'il faut replacer les faits dans un contexte. La responsabilité première de cette fraude incombe aux fraudeurs. Et la démarche des fraudeurs est assez paradoxale, puisqu'elle consiste à dire aujourd'hui qu'ils ont piqué le porte-monnaie de la grand-mère dans son sac parce que celui-ci était ouvert. Le sac n'était pas ouvert. Bluenext a fait ses diligences concernant de nombreuses sociétés, à peu près une cinquantaine, et elles ont permis, notamment aux services de douane judiciaire, de remonter des filières et d'arrêter un certain nombre de prévenus. Certes, mais c'est insuffisant selon la Cour des comptes. Elle explique dans son rapport que Bluenext n'a pas assuré une pleine surveillance des opérations sur le marché et n'a jamais sanctionné ses membres défaillants. Pourquoi Bluenext n'a donc pas arrêté la fraude? Christophe, notre escroc, a son explication. Bluenext prélevait des commissions sur les transactions et aurait eu donc tout intérêt à laisser faire. Mais toutes ces commissions qu'ils ont pris, Bluenext, ils sont sucrés. Ils ont pris beaucoup d'argent. Ils ont pris des tonnes et des tonnes d'argent. Sur chaque passage, Bluenext s'est tapé. C'est-à-dire qu'ils seront conscients, ils le savaient, et ils ont trempé la main dans le miel. Et généralement, on ne peut pas travailler dans le miel, il faut sécher les doigts. Bluenext prélève en effet 1 centime de commission par tonne de CO2 vendu ou acheté. Donc en fait, plus il y a d'échanges et plus vous gagnez d'argent. Ce qui est cohérent, mais bon, ça fonctionne comme ça. C'est le principe de fonctionnement chez Bluenext d'une rémunération à la tonne négociée. Donc au moment de la fraude, lorsque des centaines de milliers de tonnes circulaient tous les jours, vous avez gagné de l'argent? Nous avons perçu des commissions liées à ces volumes. Au moment de la fraude, Bluenext a réalisé un bénéfice de 15 millions d'euros, le plus important de son histoire. Un profit qui reste modeste, comparé aux milliards détournés par les escrocs. Le fameux rapport de la Cour des comptes épingle un autre acteur qui a failli. Tracfin, le détective du ministère des Finances. Selon la Cour des comptes, Tracfin n'a pas jugé utile de traiter une déclaration de soupçon qui faisait état de mouvements considérables, 1,2 milliard d'euros. Je ne vais pas dire que tout a été parfait, ce serait évidemment mentir. Et a posteriori, on peut regretter de ne pas avoir anticipé les difficultés. On aurait sans doute dû pouvoir anticiper ce risque et donc se préparer à cela. De fait, nous y étions, le nous étant encore une fois collectif, et France, étrangers, Europe, personne n'y était préparé. Une autre institution est épinglée par la Cour des comptes et pas la moindre, la Caisse des dépôts. La Banque de l'État est l'actionnaire de Bluenext. Elle a autorisé le versement de 1,6 milliard d'euros de TVA qui sont allés dans la poche des escrocs sans procéder à la moindre vérification. La Caisse des dépôts s'est préoccupée de cet aspect purement de rapidité de remboursement de la TVA par l'État en disant on me présente des demandes de remboursement, eh bien donnez-moi de quoi payer ces remboursements de TVA. Il y a eu des emprunts même, je crois. Il y a eu même des emprunts et sans alerter suffisamment tôt et suffisamment fort sur le fait qu'il y avait vraisemblablement derrière un aspect de fraude. L'avocat de la Caisse des dépôts n'apprécie, mais alors n'apprécie pas du tout ces mises en cause. À l'époque, il n'y en a qu'un qui véritablement prend position dans ce dossier, c'est la Caisse des dépôts et consignations. Alors, c'est tellement essentiel de le rappeler que voir aujourd'hui des organismes, encore une fois, aussi respectables que la Cour des comptes, donner des leçons à la Caisse des dépôts et consignations. Ah oui, mais c'est ça. C'est sur cette base-là, tout de même, que vous... Et je vais plus loin, si vous permettez. Si la Cour des comptes avait été à la place de la Caisse des dépôts et consignations dans cette affaire,
Hein, je vous garantis qu'elle n'aurait pas agi autrement. Christophe, notre escroc, garde lui un souvenir ému de tous ces virements de TVA qu'il recevait sur ses comptes offshore sans que personne ne lui pose la moindre question. Dites à votre banquier, je dois faire un virement à Londres. Il va vous dire, et pourquoi, et comment, et c'est qui, et c'est quoi, et on a 850 questions. Et là, on a la Caisse des dépôts et des consignations qui vous envoie des millions tous les matins à Hong Kong, à Riga, à Chypre. C'est pas possible. Aujourd'hui, Christophe continue ses carambouilles à la TVA, mais sur un autre produit écologique. Il n'a jamais été inquiété par la justice pour l'arnaque au CO2. Les deux hommes qui ont tué accidentellement la jeune Lizzie Touni en Israël seront finalement jugés en France. Des investigations sont en cours sur leur implication dans l'escroquerie à la TVA. Monsieur X, le gérant de paille, a en revanche tout perdu. Sa femme l'a quitté et il doit rembourser des millions d'euros. Il a vendu sa maison et n'a même plus de quoi se payer un avocat. Son ex-patron, Fabrice Sakoun, aurait été victime d'autres escrocs en Israël. Il se serait fait dépouiller de plusieurs millions d'euros. Son procès en appel est programmé en 2013. Un film sur la vie de l'escroc Gilbert Chikli est en préparation. Michel Néré, le grand flic de Lyon, a été révoqué de la police en octobre 2012. Le marché du CO2 ne s'est jamais remis de l'escroquerie à la TVA. En décembre 2012, Blue Next a fermé ses portes et licencié ses 25 salariés. À Paris, 18 instructions sur le casse du siècle sont en cours dans le plus grand secret. Le scandale commence à peine.